c'est l'attaque de Dallas contre la défense de Minnesota. Et pour une raison assez simple, qui est que la défense de Minnesota, on le sait, les Timberwolves ont une excellentissime défense NBA qui a à peu près tout, et qu'on a vu briller contre, y compris contre Denver, qui était un peu, il y avait un peu un côté attaque ultime avec Denver et Jokic. Et donc, il y a ce côté du terrain qui est très fort contre donc la force également de Dallas qui est de ce même côté du terrain. Le côté offensif de Dallas. Donc, on a un vrai clash de ce côté-là du terrain. On fera tout à l'heure l'autre côté, évidemment. Mais pour commencer par celui-ci, c'est vrai que donc attaque Dallas versus défense Minnesota, je pense que tout, ou en tout cas beaucoup, va tourner autour du pick and roll de Luka Doncic, évidemment. Et c'est vrai qu'on peut commencer d'entrée de jeu avec ça. Et la question que j'ai, et ce sur quoi je m'interroge, c'est quel type de couverture vont pratiquer les Timberwolves. Et notamment donc le pick and roll avec Rudy Gobert. Parce que forcément, je pense qu'ils vont mettre Gobert sur Derek Lively ou sur le pivot adverse, comme ça on pourra défendre le alley-oop. Et voilà, bref, il y a un peu ce truc assez classique du pick and roll 1-5 meneur pivot. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on peut partir un peu de l'idée préconçue de, Rudy Gobert, il est très bon pour faire le drop, comme toujours. Le drop, c'est quoi? C'est par rapport au niveau de l'écran, on reste très bas, très en retrait pour protéger le panier, vous connaissez peut-être. Sauf que, je pense que c'est pas gagné d'avance. C'est pas du tout gagné d'avance, et notamment, j'ai fait un décryptage tactique vidéo, si ça vous intéresse d'aller voir ça, que j'ai posté aujourd'hui, donc peut-être pour vous c'était hier, mais voilà, j'ai fait un décryptage vidéo d'un match qu'on a vu plus tôt dans la saison. On avait parlé de ce match-là avec FD dans une hebdo du lundi matin, et en fait, ce match-là avait été fascinant parce qu'en cours de match, Minnesota avait un peu ajusté ses couvertures, parce que justement, le drop ne marchait pas. Et donc, il s'était mis un peu à faire du edge. Donc, plutôt que le drop restait bas par rapport au niveau de l'écran avec Gobert, on s'était ajusté en faisant monter Gobert sur du edge, donc au niveau de l'écran. Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas marcher, ce drop, alors qu'en plus, OKC a pratiqué du drop majoritairement, a fait du drop avec Chet Holmgren face à Luka Doncic? Pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas marcher? C'est parce que le problème, c'est que Doncic, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe quel type de joueur de pick and roll, de porteur de balle. C'est pas du tout Jamal Murray. Et notamment, donc, la faiblesse qu'on a vue sur ce match-là de décembre, et pourquoi est-ce que Minnesota s'était ajusté au final, c'est parce que le drop, donc, restait bas par rapport à l'écran. Oui, ça permet de, en effet, rester très bas et donc de boucher l'accès au panier, ou en tout cas d'être prêt, de voir venir et de forcer l'adversaire à prendre un mi-distance. Ça, c'est un peu la théorie classique, on va dire, hein. Mais sauf qu'avec Doncic, ça marche pas vraiment comme ça. Et en fait, la faiblesse de ce drop, souvent on dit pour battre le drop, il faut le pull-up à 3 points. Donc vu que le mec est bas, tu sors de l'écran, tu prends le pull-up. Mais avec Doncic, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, et le problème du drop, c'est que Doncic, avec tout cet espace, il s'arrête pas au pull-up à 3 points, lui. Il aime bien les pull-up à 3 points, mais plutôt en mode sur un switch, plutôt en mode step back après avoir un peu joué avec mon mec, mais pas en sortie d'écran. Mais par contre, ce que fait le drop, donc le mec qui reste très bas par rapport au niveau de l'écran, ça fait que Doncic, il a plein d'espace pour attaquer. Et c'est vraiment ça la clé. C'est ça la clé, parce qu'en fait, il sort de son pick and roll avec... Donc, si Gobert est bas et qu'il attend bas, ça veut dire que au niveau de l'écran, il y a un 1 contre 2 momentané, mais qui est voulu. Hein, mais forcément, Doncic, il prend l'écran. Et donc, c'est 2 de Dallas, l'opposant d'écran plus Doncic, contre McDaniels, par exemple. McDaniels va être pris dans l'écran au moins momentanément. Ce qui fait que, en fait, Doncic peut débouler. Et en fait, il a la place de prendre de la vitesse et d'aller dans la raquette. Parce que, comme dit, le drop, le mec attend bas par rapport au niveau de l'écran. Il n'est pas au niveau de l'écran, il ne réceptionne pas haut, il est bas, il est dans la raquette, et donc il laisse venir. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, parce que avec beaucoup de joueurs, c'est le pull-up à 3 points, c'est dégainer en sortie de l'écran qui est là pour punir le drop. Mais avec Doncic, lui, il prend pas le pull-up à 3 points, il s'arrête pas là, il utilise cet espace pour gagner en momentum et gagner en vitesse, et utiliser cet espace pour aller sur ses spots. Pour aller donc dans la raquette, proche du panier. Et en effet, Gobert reste proche du panier et bloque l'accès complètement sous le cercle, ok. Mais sauf qu'en fait, avec Doncic, une fois qu'il est sur ses spots, un peu la zone des shorts mi-distance, la zone des flotteurs, la zone des petits pull-ups à 1 ou 2 mètres du panier, c'est pas un lay-up directement au niveau de l'arceau, mais ça, c'est des tirs, la short mi-distance, où Doncic est extrêmement bon. Et donc, c'est là que finalement, sur ce match de décembre, Minnesota avait eu beaucoup de mal et avait fini par s'adapter, parce qu'en fait, quand tu laissais Gobert très bas au niveau de l'écran, tu laissais trop d'espace et Doncic en profitait pour attaquer et pour aller sur ses spots à l'intérieur. Et donc, ensuite, prendre le pull-up à 1 ou 2 mètres du panier qu'il est capable de mettre, prendre le petit flotteur,
Ou alors quand il y avait des aides qui venaient se déclencher pour surcharger le terrain, pour le gêner, etc. Bon bah du coup il était plein centre du terrain déjà dans la raquette, donc quand il y a une aide, bah, c'est facile de faire une passe vers l'extérieur, etc., etc. On avait vraiment eu ce côté où le drop ne marchait pas, alors que pas du tout pour la raison habituelle, hein, c'est-à-dire que d'habitude le drop c'est bien contre le drive, parce que ça ferme, ça bouche l'accès au panier, donc le drive ne peut pas aller au bout, mais sauf que Doncic il va sur ses spots et il aime bien, ou alors il va sur ses spots, il va en plein dans la raquette, il y a des aides qui viennent et donc il passe à l'extérieur, et donc l'ajustement qui a été fait par Minnesota sur ce match-là, et qui je pense on va voir sur cet affrontement de finale de conférence, c'est que donc, au bout d'un moment, Minnesota s'est dit, allez, on va faire monter Gobert. On va le faire monter, non pas bas, enfin, on va pas le laisser bas par rapport au niveau de l'écran, on va le faire monter au niveau de l'écran. Faire un edge, ou alors un show, comme on dit, show littéralement, montrer, il vient se montrer au niveau de l'écran. Et en fait, c'était pas vraiment pour créer une prise à deux, c'est simplement pour donc venir apporter un obstacle, en vérité. Quand Luka Doncic sort de son écran, il a un obstacle devant lui et donc il peut pas aller nord-sud. Il peut pas aller verticalement, attaquer verticalement le panier nord-sud. Il peut pas entamer son drive. En fait, Gobert venait le stopper d'entrée de jeu. Et ça a marché. Ça a marché un temps. Ça a marché pas mal de possessions. Comme dit, si ça vous intéresse, il y a le décryptage vidéo qui est là sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir ça. Et ça a marché en effet. Le temps que McDaniels traverse l'écran, on a des possessions où Gobert monte et contient le drive avant de revenir. Ok. Après, tout de même, c'est vrai que c'est pas une solution parfaite, c'est peut-être même pas une bonne solution, parce que même sur ce match-là, où on avait vu l'ajustement, le problème c'est que c'est un peu choisi ton poison avec Dallas et avec Doncic. Parce que si de facto tu montes haut, bah, tu tombes un peu dans le piège que Dallas veut, en fait, et que Doncic veut. C'est-à-dire que pendant un certain moment, au niveau de l'écran, tu as un 2 contre 1 sur le ballon, et donc très rapidement, sur ce match-là de décembre, qu'est-ce qu'avait fait Dallas ? Ils avaient trouvé des solutions qui étaient notamment passer par-dessus, et ça Doncic, il sait le faire très facilement. Hein. Quand t'as Gobert qui monte haut, il peut passer par-dessus, ou alors il peut passer entre les deux défenseurs. On a vu aussi la solution de fendre le pick and roll en deux, le split, le pick and roll, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que en fait, je ne m'arrête pas et je vais pas continuer. Par exemple, si je prends un pick and roll pour aller sur la main gauche, je vais pas continuer à essayer d'aller main gauche, main gauche, main gauche. Je m'arrête et je passe entre les deux défenseurs. Je fends le pick and roll en deux, un peu comme élément de surprise. Et donc, comme Gobert monte haut pour contenir, il y a de l'espace dans son dos. Donc, si tu arrives un peu à faire ce contre-move et hop, à s'insérer, à pas continuer sur la main gauche, mais à revenir par exemple sur la main droite ou alors passer entre les deux défenseurs, tu as plein d'espace à attaquer ensuite derrière. Donc ça, c'est génial. Et puis, très simplement, tu as aussi l'option qui avait été faite d'écran glissé, plus ou moins glissé, c'est-à-dire l'intérieur. Bon, au bout d'un moment, si on sait que Gobert monte haut, Doncic, il arrête d'attaquer l'écran comme s'il allait driver parce qu'il sait qu'il pourra pas. Mais par contre, l'intérieur de Dallas, donc à l'époque il n'y avait pas Gafford, mais il y avait Lively, qu'est-ce qu'il faisait ? Et Powell aussi, Dwight Powell, qui maintenant joue plus, mais maintenant il y a Gafford, c'est pareil. En fait, il posait l'écran, mais parfois il le posait relativement rapidement, ou alors parfois pas du tout. Et en fait, il plongeait rapidement dans le dos du pick and roll. Ce qui fait que c'est pas fait pour faire une prise à deux, à la base, ce edge de la part de Minnesota, mais de facto, ça le devenait en fait. Quand tu as le rollman, rollman, R-O-L-L, le poseur d'écran, ensuite qui roule le panier, littéralement en français, pardon, mais qui va très vite dans le dos de la défense, oui, voilà, Luka Doncic, il a 2 sur le ballon, il peut faire une passe, et puis ensuite, ça permet d'exploiter un surnombre. Donc, vraiment, moi là-dessus, ça m'intéresse beaucoup de savoir que va faire Minnesota. Est-ce que ça m'étonnerait pas que de base ils partent sur du drop, sans doute, et qu'ils se gardent ça un peu dans la manche, cet atout, cet ajustement à sortir. Ça m'étonnerait que dès le début de la série ils sortent en edge, mais peut-être que je me trompe, mais voilà. Je pense que c'est une possibilité, et comme dit, il n'y a pas forcément de bonne solution, parce que soit tu fais du drop, et donc tu laisses Doncic aller complètement sous le panier, soit tu fais un edge, mais tu tombes un peu dans le piège de Dallas, quoi. C'est exactement ce que Dallas veut. C'est-à-dire, y a la passe par-dessus pour la fameuse situation de short roll, c'est-à-dire tu roules pas jusqu'au panier, tu t'arrêtes un peu avant, dans la mi-distance, tu reçois le ballon et ensuite tu peux attaquer le surnombre, le short roll, pas un roll jusqu'au panier mais un short roll. Donc il y a cette possibilité. Il y a aussi la passe, si ça vient compenser, il y a 2 sur le ballon, il y a un mec côté faible qui vient couvrir le pivot. Doncic il peut aussi faire la passe vers le corner opposé, et évidemment c'est un peu sa force. On a vu aussi dans la série contre OKC que quand l'aide ne vient pas depuis le côté faible, où Doncic est capable de punir, mais l'aide vient depuis le côté fort, c'est-à-dire côté ballon, mais côté où il y a 2 défenseurs, il y a aussi la possibilité de faire une passe encore plus directe. Donc c'est une possibilité, avec d'ailleurs l'option de
par exemple, là, on a vu des actions comme ça où ça a aidé depuis le côté fort. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? On a Derrick Jones Jr. qui coupe dans le dos de l'aide et ça fait un alley-oop assez facile. Donc voilà, il n'y a pas de bonne solution non plus. Est-ce que Minnesota va pas vouloir sortir, faire des trappes peut-être? Donc, non pas des edges au niveau de l'écran, mais monter au-delà du niveau de l'écran, faire des prises à deux agressives, ça me paraît extrêmement risqué. Voilà, c'est un peu... C'est tout le problème, tout le dilemme de est-ce qu'on l'autorise à rentrer dans la raquette et aller sur ses spots, sachant que sur ses spots, il peut nous punir, ou est-ce que on essaie de faire des edges, est-ce qu'on essaie de le contenir dès l'écran pour l'empêcher d'aller au milieu du terrain et dans la raquette et proche de la raquette, mais on a ce côté où, ben voilà, on monte haut, ça veut dire on crée nous-mêmes un décalage qu'on concède à cette attaque et à ce passeur, qui est peut-être le meilleur passeur de NBA et qui est capable de tirer profit et d'exploiter complètement ce décalage si tu l'offres toi-même. Donc c'est un peu tout le problème. Et le problème aussi, pour détailler, pourquoi est-ce que OKC a fait ça et pourquoi est-ce que ça marchait pas sur l'affrontement avec Minnesota, c'est que pour moi, on a une différence de profil défensif qui est énorme. Qui est énorme, et notamment, je pense que c'est sans doute dans cette série qu'on va voir à quel point Lou Dort était un défenseur absolument fantastique et parfait pour Luka Doncic, parce que, encore une fois, OKC a fait du drop. OKC a majoritairement fait du drop. Pourquoi? Parce que, en premier rideau, on avait quelqu'un qui s'appelait Lou Dort. Et Lou Dort, non seulement il est mobile et il peut naviguer les écrans plutôt bien, mais surtout, en fait, il est extrêmement costaud. C'est ça la clé, en fait, face à Doncic, qui n'est pas Trae Young, qui n'est pas Garland, qui n'est pas Curry, qui n'est pas voilà. Luka Doncic, c'est pas un porteur de balle classique. C'est un porteur de balle de 6-8, extrêmement grand, extrêmement imposant, extrêmement épais, qui ne va pas en plus sur de l'explosivité, mais juste sur la maîtrise des petits détails techniques et sur juste, je suis plus grand, donc je te rentre dedans et puis j'avance, quoi. Donc c'est là-dessus où, finalement, OKC, ils ont perdu la série, ok, mais ils avaient cette carte maîtresse qu'ils ont jouée, qui est que Lou Dort en premier rideau était capable d'offrir une certaine opposition physique pure, en fait. C'est-à-dire que ce duel, comme j'ai dit dans le podcast que j'ai fait un podcast récap de OKC, cette série OKC Dallas, pour moi, OKC a gagné ce duel. OKC a gagné ce pick and roll entre Lou Dort, Chet Holmgren versus Luka Doncic plus Derek Lively. Assez nettement. Même si on peut toujours sortir des highlights, et en effet, Doncic, il n'a pas été 0 sur 34 au tir non plus. Non, il en a mis certains, mais globalement, on avait le drop de Chet Holmgren qui permettait d'empêcher la passe dans le dos pour le alley-oop, ce que veut faire Dallas. Donc, il empêchait ça en restant bas en drop. Il empêchait aussi dans ce drop d'aller jusqu'au panier. Et puis, surtout, pourquoi est-ce qu'il pouvait se permettre d'être comme ça? C'est parce qu'on avait Lou Dort en premier rideau. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin, marrant, je sais pas, mais en tout cas, dès qu'on avait un défenseur un peu différent, et Dallas essayait d'avoir un défenseur un peu différent sur Doncic, on voyait bien que c'était pas du tout la même histoire. Et le fait d'avoir un premier rideau, quelqu'un qui traversait l'écran et qui surtout était moins costaud, faisait que parfois Chet Holmgren était obligé de monter sur l'écran, et donc ça libérait le fameux alley-oop dans le dos. Donc voilà, pour moi c'est un peu toute la différence, et j'insiste parce que pour moi c'est le point principal de cette série, c'est que Jaden McDaniels, ce n'est pas Lou Dort. Voilà, McDaniels, c'est un défenseur absolument fantastique, c'est le meilleur navigateur d'écran pour moi de NBA, ou alors il est dans le top 2, top 3 si vous voulez, mais voilà, c'est bluffant, c'est absolument bluffant, mais par contre, c'est pas un bon match-up, en tout cas c'est pas un match-up parfait contre Doncic, parce que il est mobile, il navigue les écrans, il est fluide, plus que personne, enfin plus que tout le monde, pardon, mais par contre, il a pas ce côté très puissant, et il a pas ce côté je peux empêcher Doncic d'aller sur ses spots comme Lou Dort pouvait le faire. Et en même temps, c'est aussi en ça qu'on avait insisté sur le fait que Lou Dort était un défenseur unique par rapport au match-up de Luka Doncic. C'est pas pour rien. Mais voilà, pour moi, c'est le point central de cette série, c'est que même à la limite, même si on prend Anthony Edwards, je suis pas sûr qu'il soit assez costaud lui-même, même s'il est, il est costaud, mais c'est pas Lou Dort. Lou Dort, c'est un vrai tank. Donc je suis pas sûr que je suis pas sûr que Edwards, je suis pas sûr que McDaniels et je suis pas sûr que Nickel Alexander-Walker ne soient assez costauds en tant que premier rideau du pick and roll. Donc quid de la couverture de pick and roll qui va être pratiquée? Est-ce qu'on va tenter de rester en drop, ou est-ce que on va s'ajuster, passer en edge, monter un peu plus haut, faire des 2 contre 1 sur le ballon, mais donc ça peut libérer d'autres choses encore plus redoutables pour Dallas? C'est un peu toute la question pour moi. Et toujours pour continuer un peu sur ce thème, d'ailleurs, c'est aussi un aspect où Lou Dort avait pas mal limité la variété tactique et les différentes manières d'attaquer que Dallas pouvait faire et faisait d'habitude. Voilà, Lou Dort, son aspect extrêmement puissant, ça faisait que tout ce qui est isolation et post-up, Luka Doncic
n'a pas pu le faire aussi facilement sur la série contre OKC. Pour une raison donc qui est très simple, c'est que il pouvait offrir cette résistance au contact qui était de très très haut niveau. Et encore une fois, c'est quelque chose que McDaniels ne peut pas faire. Et encore une fois, pardon, je me répète une nouvelle fois, mais allez voir le décryptage vidéo si ça vous intéresse, vous voyez que il y a pas mal de séquences que j'ai relevées et que je montre où en fait le Doncic n'a même pas besoin d'un écran. Il attaque en isolation, tout simplement. Il attaque McDaniels en 1 contre 1 et il peut aller depuis le périmètre jusqu'au panier. Voilà, il va sur son spot proche du panier et McDaniels, certes, pendant toute la possession, il reste devant, il coulisse bien, il a les bras levés, mais à chaque fois qu'il y a un contact, il n'est pas capable de tenir le contact et il est obligé de concéder un peu l'espace, quoi. Et donc, Doncic part de la ligne à 3 points, il attaque, il va au panier, il va sur son spot. Voilà. Et pareil avec Nickel Alexander-Walker, évidemment. Edwards, on n'a pas eu tant que ça, Edwards sur Doncic, sur ce match-là. Mais Edwards, il est costaud, mais il n'est pas costaud à ce point, comme Lou Dort, comme dit. Donc, je pense que on va pouvoir voir beaucoup plus qu'on a vu contre OKC, cet aspect de simple isolation de Doncic et post-up aussi. On n'a pas vu tant que ça le post-up face à OKC. On l'a vu un peu plus contre les Clippers d'ailleurs. C'était quoi? C'est le match, je sais plus combien, le match 1, match 2, je sais plus, où ils avaient fait un run énorme dans le 3e quart-temps avec que des post-up de Doncic qui avait beaucoup marché. Voilà, c'est aussi une arme très intéressante du répertoire de Doncic et de Dallas. C'est le post-up, un peu le post-up entre guillemets de petit, en tout cas face à un petit, face à un extérieur. Et c'est vrai que face à Lou Dort, on n'a pas eu trop ça, quoi. Et même au niveau isolation, on a eu quelques isolations de Doncic face à Lou Dort, mais ça n'allait pas au panier. Ça se contentait de prendre le pull-up à 3 points. Donc voilà, pour moi, c'est une différence qui est énorme. On a déjà vu dans la saison que Doncic n'hésitait pas à attaquer frontalement en 1 contre 1 McDaniels, Kyle Anderson, même aussi, il l'a fait plusieurs fois sur Anderson. Voilà, pour moi, c'est un truc assez fondamental parce que je pense que l'escouade de Minnesota, pourquoi est-ce qu'elle a aussi bien marché contre Denver, c'est que Denver, on n'a pas le même type de porteur de balle. Et notamment Jamal Murray, c'est pas Doncic. Et donc ce côté navigation d'écran, ne concéder aucun décalage sur les pick and roll et sur les écrans, c'était parfait, c'était génial. Parce que, en fait, tout ce qui est pick and roll, Jamal Murray, il a envie d'avoir ce petit décalage, et puis Jamal Murray, il n'a pas la puissance, quoi. Si Jamal Murray sort de l'écran et qu'il a encore sur sa hanche Anthony Edwards, ou bien McDaniels, ou bien Alexander Walker, c'est pas lui qui peut aller malgré tout sur le spot proche du panier, qui peut enfoncer encore et encore, ou même qui peut shooter par-dessus un peu à volonté. Alors que Doncic, oui. Doncic, même si tu sors de l'écran et que McDaniels est encore accroché, c'est pas grave, quoi. Il peut continuer à forcer et puis il va proche du panier, quoi. Donc pour moi, c'est toute la différence. C'est aussi pour ça que, certes, ce sont les mêmes défenseurs d'élite, mais qui doivent faire face à un attaquant et face à une attaque qui n'a pas les mêmes qualités. Donc, on pourrait avoir une différence. Peut-être que, oui, les mecs peuvent rester accrochés au niveau de l'écran, mais bon, Doncic il est quand même capable, avec sa taille et avec son côté puissant et puis son scoring un peu autour du panier, de faire son beurre sur ces petits short mi-distance, quoi. Mais à quel point, après il y a un aspect humain au niveau coaching, de à quel point est-ce que s'il enchaîne 2, 3, 4, 5 pick and roll comme ça, en mettant le petit tir à mi-distance, le petit short, le flotteur ou le petit pull-up à 2 mètres du panier, il y a la théorie, il y a le côté, on sait qu'il va pas tous les mettre, c'est pas un tir rentable, etc., etc. Il y a la théorie et après la pratique. Et s'il en met 4 ou 5 d'affilée, à quel point on va pas avoir la réaction humaine et normale de « Allez, on s'ajuste ». Je sais pas. Et si c'est le cas, en effet, on peut avoir du coup le head et donc le passing par-dessus, les 2 contre 1, etc., etc. Donc, voilà, pour moi, le profil des défenseurs versus Luka Doncic, qui est un attaquant très particulier, ça doit faire partie de l'équation, et c'est ce qui fait que, je pense, je serais prêt à parier pas mal que Doncic va faire une grande série offensive, notamment au scoring, sauf si, au passing aussi, si du coup tout le monde se découvre pour le contenir, du coup ça libère des passes évidemment, mais je serais prêt à parier qu'il va faire une très grande série et bien meilleure que contre OKC. Parce que contre OKC, il n'a pas été si fort que ça. Parce que Lou Dort l'a bien gêné au niveau du scoring. Mais là, je m'attends tout de même à beaucoup mieux au niveau du scoring. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.